Bonjour à tous. Nous attendons que les personnes se connectent progressivement et nous n'allons pas tarder à commencer. Donc nous pouvons commencer. Tout d'abord, un grand merci à tous pour votre présence à ce webinaire. Je suis Delphine Adjian, donc j'ai rejoint le cabinet ForMind en septembre dernier en qualité de manager de l'offre RGPD Data Privacy et directeur de mission. J'ai exercé auparavant pendant plus de 17 ans en cabinet d'avocat et juriste en entreprise, notamment dans la protection des données personnelles. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de Mathis Benguetta, que je vais laisser se présenter également. Oui, merci Delphine et bonjour à tous. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je suis chez ForMind, consultant SSI plus particulièrement spécialisé en protection des données, RGPD et j'ai travaillé du coup sur l'analyse de nouveaux règlements, sur, l'intelligence à vous présenter. Voilà, donc très rapidement, en quelques mots, le cabinet ForMind est donc un cabinet français en cybersécurité qui a été créé en 2010 et qui a depuis fait l'objet d'une forte croissance, qui est implanté dans 4 pays, donc en France, dans 9 villes et les 3 autres pays au Maroc, en Espagne et au Canada. Le cabinet ForMind a une offre très complète au niveau de la cybersécurité, que ce soit en prévention, conformité, protection, détection, réaction et également en matière de formation. Et l'idée de l'accompagnement de nos clients se fait toujours dans une démarche d'amélioration continue, que ce soit pour un accompagnement global, qu'on appelle donc à 360 degrés, ou un accompagnement plus spécifique et plus ciblé en fonction des besoins des clients. Voilà. Donc, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet sur la réglementation concernant l'intelligence artificielle. Juste pour commencer, nous sommes ensemble jusqu'à 11h45, midi, éventuellement en fonction des questions qu'il y aura. Vous aurez accès au replay de ce webinaire. Et pour les questions, nous vous proposons de poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et nous pourrons y répondre à la fin de cette présentation. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, surtout n'hésitez pas à indiquer votre email à côté de votre question. Comme ça, nous pourrons vous recontacter si vous le souhaitez. Et évidemment, les messages et les emails ne seront visibles que par nous. Donc voilà. Il n'y a pas de sujet de ce côté-là. Et par ailleurs, vous avez également en bas de l'écran, si vous scrollez un petit peu, un bouton afin de vous permettre de nous indiquer si vous souhaitez que nous vous adressions le support de la présentation à l'issue de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton pour pouvoir demander le support parce que comme vous le verrez, le sujet est très dense, le temps est contraint et donc nous allons évoquer les sujets principaux à l'oral. Les slides sont un peu plus détaillés et nous pouvons évidemment ensuite répondre aux questions. Voilà. Donc d'un point de vue, on va dire, général, hein, de contexte, les le sujet de l'intelligence artificielle est un sujet dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs mois, si ce n'est pas pour dire depuis plusieurs années maintenant. Me concernant, il n'y a pas un jour sans regarder des actualités et trouver un sujet sur l'intelligence artificielle. Et là, on vous a mis quelques exemples d'actualités, mais évidemment, l'actualité la plus brûlante concerne l'accord provisoire qui a été trouvé enfin entre le Parlement européen et le Conseil tout récemment, puisque ça date de vendredi soir dernier, le 8 décembre. Et donc, on va encore continuer à en entendre parler dans l'actualité tout prochainement. Donc, juste pour mémoire,
pour resituer le décor, en fait, depuis 2017, hein, le Conseil européen a fait valoir la nécessité d'encadrer les tendances émergentes de l'IA. Il y a eu ensuite un groupe d'experts qui s'est réuni, qui a élaboré des lignes directrices. Puis, en octobre 2020, le Parlement européen a adopté un certain nombre de résolutions relatives à l'IA. Et enfin, le 21 avril 2021, la Commission européenne avait proposé le nouveau règlement européen qu'on appelle communément l'IA Act. Et donc, évidemment, comme je vous l'ai indiqué, le 8 décembre 2023, le Parlement et le Conseil sont enfin parvenus à un accord provisoire sur l'IA Act. Nous allons aborder certaines thématiques donc, de cet accord, mais il n'est pas encore publié. Donc, on n'a pas encore le texte définitif, il faudra encore attendre là-dessus. Et juste pour mémoire aussi, les objectifs de l'IA Act en 2 mots, c'est à la fois s'assurer de la sécurité juridique et de la protection des personnes et des droits fondamentaux, tout en assurant le développement du marché et l'innovation. Donc, c'est pour ça qu'il y avait tant de négociations et de discordes voilà, autour de ce texte. Je laisse la parole à Mathis. Et merci Delphine pour cette introduction. Alors, on passe à la méthode d'analyse. Comment ce travail a été effectué et sur quoi? Il a été effectué sur la proposition de base, on va le voir un petit peu après, qui a été publiée en avril 2021, qui est issue de la Commission européenne, et sur la version amendée, du coup, qui a été votée par les parlementaires européens en 2023. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA Act, en tout cas tel qu'il est prévu, est un règlement dense. C'est 119 pages d'analyser au niveau de la version de la Commission européenne. Il y a plus de 85 articles dans le corps du texte et des annexes, plusieurs, qui sont tout aussi importantes. Donc l'analyse comparative s'est faite sur ces 2 versions. Comme Delphine vient de le dire, le règlement n'est pas encore voté dans sa version définitive. Donc, bien qu'il y ait eu l'accord, il va falloir encore attendre un petit peu avant d'avoir vraiment la version complète et sur laquelle on pourra travailler nos récentes analyses. On va revoir un petit peu le processus d'adoption, donc qui est encore inachevé, hein, c'est toujours d'actualité. Donc le 21 avril 2021, on vient de le dire, c'est la Commission européenne qui proposait la première version de 119 pages et ses annexes. On a dû attendre un petit peu, le 14 juin 2023, avec la version votée par les parlementaires. Entre-temps, vous n'êtes pas étranger au fait que ChatGPT a explosé, les IA génératives aussi, et ça a probablement, même sûrement, accéléré le processus de vote. Juin, fin 2023, on est donc dans cette phase-là, hein, la bleu foncé. On était dans les discussions tripartites entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'UE pour ajuster le texte amendé. Et on a eu un accord. Pour autant, il va falloir attendre encore un petit peu. Donc, fin 2023, on l'espère, d'ici à fin décembre, pour avoir le définitif qui sera adopté par les parlementaires européens. Pour une entrée en application du règlement prévu, donc a priori 2 ans après l'adoption du texte, donc aux alentours de 2025 si c'est voté, fin 2023, ou tout début 2026 si c'est voté, début 2024. Ce qu'on pouvait dire, oui, juste en complément, c'est que bien que le règlement rentre en application 2 ans après son adoption, il y aura quand même quelques dispositions spécifiques qui vont s'appliquer avant. Donc 6 mois après l'adoption, ce sera les règles concernant les IA à usage général qui s'appliqueront. On verra un petit peu après. Pardon, 12 mois, et 6 mois, c'est pour les IA qui seront interdites. Donc, le texte pose plusieurs principes fondamentaux qui vous sont détaillés à l'écran. Donc une série d'exigences, hein, l'intégrité de l'usage des données, la documentation et la traçabilité, la fourniture d'informations, la transparence, la robustesse et l'exactitude, et enfin le contrôle humain. Ce sont des notions qu'on a plus ou moins l'habitude de voir dans d'autres référentiels, notamment le RGPD. Peut-être sauf pour le contrôle humain qui est un petit peu une nouveauté, cette notion de garantie humaine qu'on vient
mettre dans ce texte pour contrôler les dérives de l'intelligence artificielle. On va le voir, il y en a quelques-unes au niveau de l'approche du texte et du règlement, on est sur une approche similaire à celle du RGPD. Donc un texte, un instrument horizontal qui va s'appliquer à tous les États membres et qui sera donc contraignant. On continue donc dans cette approche du texte et dans sa philosophie. On a d'un côté les risques qui sont opposés aux droits fondamentaux. Le règlement suit une approche fondée par les risques, c'est ce qu'il faut retenir. Donc d'un côté, les risques qu'on vous a résumés, les principaux, il y en a d'autres. Le premier, c'est l'opacité, hein, qui est due au phénomène de boîte noire. Donc, on ne sait pas vraiment souvent comment fonctionne l'IA, le système d'IA, ou le jeu de données qui est utilisé pour on a une dépendance très forte au jeu de données qui doit être de qualité. C'est qua non. On a un comportement qui peut parfois être autonome et qui peut accentuer la perte de contrôle. C'est ce que je vous disais juste avant au niveau du contrôle humain qui est prépondérant. Il y a aussi des phénomènes de biais algorithmiques. On le sait aujourd'hui, il y a des études qui ont montré que l'intelligence artificielle va avoir tendance à accentuer les biais qu'on retrouve dans notre société, liés par exemple à la discrimination, voilà, et enfin, donc tout ça, ça nous mène à une atteinte potentielle à un certain nombre de droits fondamentaux. On vous en a listé quelques-uns à droite, par opposition. Le droit à la dignité humaine, la protection à vos données à caractère personnel, la liberté d'expression et d'information ou encore la non-discrimination pas exhaustive. Et donc cette approche par les risques, on peut retenir 3 points fondamentaux. Le premier, c'est une interdiction de certaines pratiques. On va le voir un petit peu plus tard dans la présentation. Des exigences pour les IA à haut risque et à finalité générale. On le verra aussi par la suite. Des obligations de transparence pour tous les systèmes d'IA et c'est pas indiqué, mais des codes de conduite, heu, pas des règles contraignantes, mais plutôt une adoption facultative pour les IA à risque minime, faible risque. On passe aux définitions et aux champs d'application. Alors, c'est au niveau de la définition, donc telle quelle actuellement dans le texte qui a été voté par les parlementaires, on a une définition qui est trop englobante et qui ne se concentre pas assez sur la technique d'apprentissage. Heu, Elle définit tout algorithme de recommandation comme de l'IA et donc c'est un périmètre très, voire trop englobant. Vous l'avez sur l'écran à gauche, en bas à gauche, hein, c'est l'article 3 alinéa 1.1 qui définit des systèmes d'intelligence artificielle, hein, et pas une IA en tant que telle. C'est vraiment les SIA, son petit nom défini. Ça devrait changer avec la dernière version, hein, et donc l'accord entre les instances européennes, puisqu'il devrait s'aligner sur la définition qui a été publiée de l'OCDE. Heu, voilà, on aura la confirmation normalement quand le texte sera publié. Heu, voilà ce qu'on pouvait dire sur les définitions. Au niveau des acteurs, on a des nouveaux acteurs qui sont posés par le texte. Donc, ceux qui sont coutumiers du RGPD, on oublie les notions de responsabilité de traitement, de sous-traitance. Là, on a des nouveaux acteurs. Donc, le premier, c'est le fournisseur. Le fournisseur, il développe ou fait développer un système d'IA en vue de le mettre sur le marché ou de le mettre en service sous son propre nom, sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit. Ça, il n'y a pas de le déployeur, anciennement, ils étaient nommés les utilisateurs. Ça a changé pour faire la différence, vraiment, marquer la différence avec les utilisateurs finaux, comme vous et moi, par exemple, qui, allons utiliser, des IA génératives à tout hasard sur internet. Donc le déployeur, lui, il utilise sous sa propre autorité un système d'IA. Il y a une exception qui est posée, dans le cadre d'une activité personnelle à caractère non professionnel, du coup, ça rappelle les exceptions du RGPD. Hem, En guise d'exemple, par exemple, un déployeur, hein, ça pourrait être, une société qui autorise et organise l'usage d'outils d'IA générative, hein, tels que ChatGPT, pour ne citer que lui, pour ses collaborateurs ou par ses collaborateurs. C'est un exemple.
Un autre exemple, ça pourrait être un établissement de santé permettant à ses professionnels d'utiliser un outil d'aide au diagnostic basé sur l'IA. Donc là, vous avez des exemples de déployeurs très concrets qui sont qualifiés demain, euh, tenus du texte. On passe au troisième acteur, c'est le distributeur. Lui, c'est une entité de la chaîne d'approvisionnement, donc qui n'est pas un fournisseur ou un importateur, et qui va mettre un système d'IA à disposition sur le marché de l'Union, sans altérer ses propriétés. Attention, s'il altère ses propriétés, il pourra être requalifié. On le verra d'ailleurs par la suite. Enfin, l'importateur, donc un peu comme le RGPD, hein, cette fonction un peu de mandataire, ici c'est une entité qui est établie dans l'Union européenne et qui va mettre sur le marché pour le compte d'une personne physique ou morale en dehors de l'Union européenne. On passe maintenant au champ d'application, à savoir quand est-ce que l'IA Act s'applique et quand est-ce qu'il ne s'applique pas. Le premier cas où l'IA Act s'applique, c'est aux fournisseurs établis ou non dans l'Union européenne qui vont mettre sur le marché ou mettre en service des SIA dans l'Union européenne. Deuxième cas, c'est aux déployeurs qui sont établis ou situés dans l'Union européenne. Le troisième, c'est aux fournisseurs et déployeurs hors Union européenne lorsque ces résultats générés par les systèmes d'IA sont utilisés dans l'Union européenne. Le cinquième cas, si je ne me trompe pas, c'est lorsque les fournisseurs ou distributeurs établis ou situés dans l'Union européenne vont mettre sur le marché ou mettre en service des systèmes d'intelligence artificielle interdits en vertu de l'article 5 de l'IA Act en dehors de l'Union européenne. Sixième cas, c'est aux personnes concernées par les systèmes d'IA situés dans l'Union européenne, dont la santé, la sécurité et les droits fondamentaux seraient impactés par l'IA. Quand est-ce que l'IA Act ne s'applique pas? L'article 2 dispose que l'IA Act ne s'applique pas au système d'IA à finalité militaire. Le deuxième cas d'usage, c'est aux autorités publiques d'un pays tiers ou aux organisations internationales lorsque ces IA sont utilisées pour la coopération des services répressifs et judiciaires. Le troisième cas, c'est pour la recherche et développement en amont de la mise sur le marché ou mise en service d'un système d'IA. Euh, Ici, évidemment, l'IA Act s'appliquera aux essais en conditions réelles. Cette exemption, elle ne couvre pas les essais en conditions réelles. Enfin, le dernier cas d'usage où l'IA Act ne s'applique pas, c'est aux composants d'IA fournis dans le cadre de licences libres et ouvertes, donc de l'open source. On a des exceptions également si ça concerne des systèmes d'IA à haut risque ou des systèmes d'IA qui sont considérés comme interdits par le texte notamment, ou encore les SIA à finalité générale. On passe aux règles applicables, le gros morceau du règlement. Donc, on vous le disait tout à l'heure, c'est une approche fondée sur les risques, par les risques, et le texte classifie les systèmes d'IA en 3 grandes catégories, ou 4 si on veut être un petit peu plus précis. En rouge, donc, vous avez les pratiques interdites en matière d'IA, l'article 5, c'est les systèmes d'IA interdits. En jaune, vous avez les systèmes d'IA à haut risque ou les systèmes d'IA à finalité générale. On entend aussi par là les modèles de fondation. Donc, c'est les modèles, on va le voir, qui n'ont pas forcément, qui sont multimodaux, multimodales, qui peuvent reconnaître la voix, les images ou générer du texte. Donc, les IA génératives, pour ne citer qu'elles, qui vont être soumises à diverses obligations. Et enfin, les systèmes d'IA à risque limité ou faible, qui, eux, ne bénéficient que de règles, on va dire, allégées, notamment au niveau de la transparence et de recommandations, donc notamment d'adopter des codes de bonne conduite qui sont laissés à la liberté des entreprises concernées. Au niveau des pratiques interdites en matière d'intelligence artificielle, l'article 5 nous liste l'ensemble des règles interdites sur les systèmes d'IA. Premier cas d'usage, c'est au niveau de la manipulation. Ici, on parle de techniques subliminales, trompeuses ou manipulatrices sur la capacité des personnes à prendre des décisions éclairées. Il y a une exception qui est posée, notamment
pour des finalités thérapeutiques, mais c'est un cas d'usage très particulier. Le deuxième cas qui nous est posé, c'est au niveau des abus de vulnérabilité. Ici, c'est dans le cas où un système d'IA exploiterait les vulnérabilités, par exemple des traits de personnalité ou une situation sociale ou économique, l'âge ou encore la capacité. On pourrait penser par exemple à des enfants ou des personnes vulnérables. Et donc ici, le système d'IA viendrait altérer substantiellement le comportement de l'individu. Ensuite, le troisième cas, c'est la catégorisation biométrique. Ici, c'est une interdiction de principe qui est posée sur la catégorisation des personnes en fonction des attributs et des caractéristiques sensibles ou protégées, hein, ou sur déduction de ces deux facteurs. Ici, ça renvoie directement aux notions clés du RGP, posées par le RGPD, hein, sur les données biométriques. Le quatrième cas, c'est la notation sociale. Ici, on pense directement au régime chinois et au crédit social chinois qui nous sert d'exemple et qui est interdit par l'Union européenne. Ici, on parle d'évaluation ou de scoring des individus en fonction de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles ou encore de leur personnalité. Ici, vraiment, on vient limiter cet abus, hein, qu'on pourrait qualifier de notation sociale. Le prochain cas qui est susceptible de changer, en tout cas dans ce qu'on a vu dans les récents accords, hein, de vendredi dernier, c'est l'identification biométrique à distance, notamment dans les espaces accessibles au public. Au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que la version de la Commission européenne proposait un régime d'interdiction avec des exceptions. Ensuite, les parlementaires ont dit non, non, nous, on préfère interdire de principe tout système d'IA qui viendrait reconnaître les individus des critères biométriques à distance en temps réel. Et d'après les derniers accords et après un lobbying, hein, comme de certains États membres qui ont poussé pour pouvoir remettre en place ce régime d'exemption, on devrait avoir à nouveau des exceptions qui sont posées pour permettre l'usage de l'identification biométrique à distance dans des espaces accessibles au public. Et la France a été notamment en tête des négociations. On le sait, la volonté était très présente, notamment en vue des JO 2024, de manipuler ou d'avoir l'usage de ce genre de système. D'ailleurs, on l'a vu, hein, il y avait une enquête qui a été ouverte pour l'usage d'un système de reconnaissance biométrique à distance d'origine israélienne depuis 2015 qui a été utilisé par les forces de police. Donc, de près cette enquête. Prochain cas, c'est la prédiction d'une infraction. Ici, moi, ça me fait toujours un peu sourire parce qu'on pense un petit peu au film Minority Report, pour ceux qui connaissent. Donc là, l'objectif, c'est d'interdire les systèmes d'IA qui seraient capables de prédire une infraction administrative ou pénale, tout simplement. Prochain cas, c'est les bases de données de reconnaissance faciale. C'est une extension de l'identification biométrique à distance, hein. Là, on viendrait limiter les systèmes d'IA qui créent ou développent des bases de données de reconnaissance faciale via moissonnage ou scrapping, hein, du net ou via vidéosurveillance. Ici, on peut penser à Clearview, notamment, qui se verrait interdire ces pratiques en plus du RGPD notamment. On a la déduction d'émotions. Donc ici, c'est les systèmes d'IA qui déduiraient les émotions dans les domaines des activités répressives, la gestion des frontières et sur le lieu de travail, qui serait interdit. Et enfin, l'analyse d'images. On a une interdiction posée au niveau des images enregistrées provenant d'espaces accessibles au public au moyen de systèmes d'identification biométrique à distance postérieure. Là encore, à voir si ça bouge avec les récents accords. Pas de certitude là-dessus. On passe maintenant à la qualification d'un système à haut risque. Quand est-ce qu'on qualifie un système à haut risque? On a deux situations. La première à gauche, c'est deux conditions qu'il faut remplir pour qualifier un système d'IA à haut risque. La première, c'est lorsque le système d'IA
est un composant de sécurité ou est lui-même concerné ou couvert par la législation de l'Union européenne listée à l'annexe 2 du règlement sur l'intelligence artificielle. Donc, pour vous donner quelques exemples de législation mentionnée à l'annexe 2, on a par exemple la directive du 17 mai 2006 relative aux machines, ou encore la directive de 2009 relative aux jouets, à la sécurité des jouets, ou encore, pour un dernier exemple, la directive de 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur. Donc vous avez tout un tas de législations sectorielles posées par l'Union européenne qui sont mentionnées à l'annexe 2 et qui vont venir euh, être considérées comme un critère pour qualifier un système d'IA à haut risque. La deuxième condition cumulative, il faut cumuler les deux donc, c'est lorsqu'on a un produit dans lequel il est intégré, le système d'IA, ou lorsque le SIA lui-même est soumis à une évaluation de sa conformité par un tiers, on verra par la suite ce que ça veut dire, en vue de sa mise en service ou mise sur le marché. Ça, c'est le premier cas, la première situation, les deux conditions cumulatives. Deuxième cas où on considère des systèmes d'IA à haut risque, c'est l'annexe 3 qui nous l'indique. De facto, c'est une liste de 8 thématiques qui viennent considérer des systèmes d'IA à haut risque. On a des systèmes biométriques donc, et fondés sur la biométrie qui seraient considérés comme à haut risque. On a la gestion et l'exploitation des infrastructures critiques. Par exemple, on pourrait penser au système d'IA destiné à être utilisé en tant que composant de sécurité dans les gestions et le fonctionnement de fourniture d'électricité, qui est un bon exemple, ou l'énergie. On a l'éducation et la formation professionnelle, par exemple pour la surveillance des étudiants pendant les épreuves. On a l'emploi, la gestion de la main-d'œuvre et l'accès à l'emploi indépendant. Donc ici, on pourrait penser au recrutement ou à la sélection, notamment des offres d'emploi ciblées, ou encore l'évaluation des candidats. Le cinquième cas qui est listé, c'est l'accès et les droits aux services privés essentiels, aux services publics et aux prestations sociales. Ici, on peut penser à l'accès aux prestations sociales ou encore au scoring bancaire qui, lui, n'est pas interdit, ou encore à l'éligibilité à l'assurance. Ensuite, le sixième cas qu'on pourrait noter, c'est les autorités répressives, par exemple pour l'analyse émotionnelle type polygraphe, qui est considéré comme à haut risque. Enfin, le septième cas, c'est la gestion de la migration, de l'asile et des contrôles aux frontières. Encore une fois, l'analyse émotionnelle ou l'analyse de risque pour la santé, ou encore la vérification de l'authenticité des documents serait considérée comme de facto à haut risque. Et le dernier cas d'usage, c'est l'administration de la justice et les processus démocratiques, donc des systèmes d'IA qui seraient mis en place notamment pour des votes en vue d'élections, seraient considérés comme étant à haut risque. Voilà les domaines cruciaux qui sont listés. Il y a un cas qui est à noter, pardon, c'est les fournisseurs qui pensent que leur système d'IA n'est pas à haut risque malgré le fait qu'ils remplissent ces conditions, peuvent notifier une autorité de contrôle en justifiant pourquoi leur système d'IA ne serait pas à haut risque, malgré le fait qu'on le retrouve dans un des différents critères qu'on vient de vous énoncer. On passe aux règles applicables du coup à ces systèmes d'IA à haut risque. Il y en a plusieurs. On les a résumées en 8 séries. Donc la première série, c'est l'article 8 qui nous les donne. C'est des spécifications communes qu'il faudra respecter. Donc ici, on pense aux lignes directrices ou encore aux normes harmonisées type ISO qui vont sortir et qui devront être respectées par ces systèmes d'IA à haut risque et a fortiori du coup par les fournisseurs ou déployeurs qui les mettent en place. On a ensuite une deuxième série d'exigences à l'article 9, c'est au niveau des systèmes de gestion des risques. Donc là, c'est plutôt une règle de gouvernance qui devra être mise en place. On a un système de gestion des risques qui devra être établi tout au long du cycle de vie du système d'IA à haut risque. On a également un processus itératif qui devra être mis en place. Donc on pense
à la roue de Deming, hein, Plan, Do, Check, Act. Et donc, l'objectif, ce sera d'identifier, évaluer les risques potentiels et adopter des mesures palliatives à ces risques. De troisième série d'exigences, c'est l'article 10 qui nous les donne au niveau des données et de la gouvernance. Ici, on a des règles qui sont posées au niveau des jeux de données d'entraînement, de validation ou encore de tests qui devront respecter toute une série de bonnes pratiques, notamment au niveau des exigences posées au niveau de la qualité, au niveau de la transparence, au niveau de l'étiquetage, de la détection des biais, etc. Ces données, elles devront également tenir compte, les systèmes d'IA plutôt devront tenir compte des finalités futures qui leur seront attribuées, des éléments propres au contexte dans lequel ils seront déployés ou encore le lieu géographique dans lequel ils seront utilisés ou déployés. Enfin, l'article 11 nous donne des exigences au niveau de la documentation technique. Ici, c'est un gros morceau aussi. La documentation technique devra être préparée en amont, avant une toute mise sur le marché ou mise en service du système d'IA, et devra être fournie aux autorités de contrôle nationales et aux organismes notifiés qui en feront la demande. C'est l'annexe 4 qui nous donne plus de détails à ce sujet. Cette liste, évidemment, n'est pas exhaustive et donc il y a d'autres séries d'obligations qu'il faudra vérifier en détail avec le règlement sous les yeux. Deuxième série d'exigences au niveau des SIA à haut risque. On a l'article 12 qui nous pose beaucoup d'exigences assez lourdes en matière d'enregistrement et donc de journalisation. Ici, on a une journalisation obligatoire by design qui est posée et on a toute une série d'enregistrements obligatoires également qui sont posés. Donc ça va de la consommation d'énergie, fait assez nouveau, jusqu'à les personnes qui ont accès ou qui vont contrôler le système d'IA à haut risque pour vérifier et interpréter les résultats. Au niveau de la transparence et l'information, l'article 13, je ne sais pas s'ils ont voulu faire un clin d'œil avec un espèce de parallélisme avec le RGPD et son article 13, mais toujours est-il que l'IA Act nous dit que les SIA à haut risque doivent avoir des résultats interprétables par le fournisseur et les utilisateurs finaux et doit être accompagné d'une notice d'utilisation avec certains items obligatoires comme l'identité du fournisseur, des caractéristiques essentielles, des limites techniques, etc. Septième série d'exigences, c'est, je vous en parlais tout à l'heure, le contrôle humain qui est posé à l'article 14. Ici, on parle d'un contrôle humain via IHM avec un niveau de maîtrise suffisant, ce qui est indiqué par le texte. Donc il faudra vérifier et s'assurer que des personnes compétentes soient mises sur le sujet pour contrôler les systèmes d'IA à haut risque. Ce qu'il faut noter également, c'est que pour certains types d'IA à haut risque, il faudra également 2 personnes au minimum, 2 personnes physiques, hein, qui devront disposer des compétences nécessaires et de la fonction et des fonctions pour pouvoir contrôler, surveiller ces systèmes d'IA à haut risque. De manière générale, c'est ce qu'on pourrait recommander hein, aujourd'hui. Ce n'est pas juste pour certains types de systèmes d'IA à haut risque, mais c'est pour l'ensemble des systèmes d'IA à haut risque. C'est d'avoir plusieurs personnes compétentes sur le sujet pour pouvoir veiller à leur contrôle. Et enfin, l'article 15 qui nous pose des exigences en matière d'exactitude, de robustesse et de cybersécurité, un peu plus classique. Donc là, évidemment, on doit avoir une cybersécurité qui est développée à l'état de l'art et des mesures techniques et organisationnelles, on a l'habitude maintenant avec le RGPD, pour un niveau de résilience suffisant. On passe maintenant aux obligations, plutôt voici du côté des parties et des acteurs qu'on vous a identifiés précédemment. Alors, on a essayé de condenser au maximum, bien que les obligations soient très denses. Dans ce tableau, donc là, vous avez les obligations pour les fournisseurs, donc de l'article 16 et les obligations pour le déployeur de l'article 29. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pourrez retrouver plus de détails concernant ces obligations
en cliquant sur le bouton tout en bas de votre écran pour pouvoir nous contacter afin qu'on vous communique le support plus détaillé ou si vous avez une question de manière générale. Ce qu'on peut noter au niveau de ces obligations, c'est qu'elles sont assez lourdes, voire très conséquentes. Ce qu'on peut noter, c'est surtout au niveau de la gouvernance. Voilà. Il y a des obligations en termes d'information des personnes en charge du SIA à haut risque, des obligations au niveau d'un système de gestion de la qualité qui devra être mis en place tout au long du cycle de vie du système d'IA, ou encore la documentation technique, je vous le disais, qui devra être conservé pendant 10 ans et qui devra être communicable et communiqué à tout moment et sur demande aux autorités compétentes. On a également des règles au niveau de la déclaration de conformité, on le verra juste après, ce que ça signifie, ce que ça veut dire. Et pareil, c'est un petit peu à l'instar d'un régime déclaratif en amont de toute mise en service sur le marché, une obligation de déclarer son système d'IA à haut risque aux autorités nationales et européennes, pour pouvoir apposer notamment ce marquage CE qu'on a l'habitude de voir sur les produits dans le marché européen. Au niveau des déployeurs, c'est pareil, on peut parler de mesures appropriées euh, qui devront être mises en place pour respecter les notices d'utilisation du fournisseur, ou encore un contrôle humain qui devra également être mis en place pour veiller à ce que soit en règle, notamment au niveau des règles applicables. Voilà pour ces obligations incombant aux parties. Ensuite, là, on passe aux obligations de déclaration, ce que je vous disais à l'instant, pour les systèmes d'IA à haut risque et les systèmes d'IA à finalité générale. On peut penser aux IA génératives, type ChatGPT, qui devront également faire l'objet d'une déclaration et d'un enregistrement dans le registre de l'Union européenne. Donc ici, les fournisseurs, avant toute mise sur le marché ou mise en service, devront enregistrer leur système d'IA à haut risque ou à finalité générale dans cette base de données qui sera mise en place par l'Union européenne et qui est visée à l'article 60. Au niveau des déployeurs, quant à eux, ils ont également des obligations qui sont posées pour certains déployeurs d'enregistrer leur système d'IA dans la base de données de l'Union européenne. Ici, on pense aux autorités publiques ou à certaines institutions ou aux entreprises qui seront désignées comme contrôleurs d'accès en vertu du DMA, donc le Digital Market Act. Dans cette slide, on a essayé de vous résumer le plus simplement possible ce système de autorité notifiante et organisme notifié au final, comment ça va se traduire. Vous avez ce schéma à l'écran, donc vous avez des États membres qui vont désigner une autorité notifiante. En France, ce sera a priori le COFRAC, qui va lui-même contrôler des organismes d'évaluation de la conformité ou des organismes notifiés, AFNOR ou encore CertiTrust. Donc ces organismes d'évaluation, eux, soumettent des demandes de notification au COFRAC et le COFRAC le notifie à son tour la Commission européenne la liste de tous ces organismes notifiés. À l'extrémité de la slide, donc vous avez l'évaluation de la conformité qui est menée par ces organismes d'évaluation. C'est les fournisseurs qui ont la main. Donc il y a deux procédures d'évaluation qui sont posées par le texte alternatives et qui existent pour les SIA à haut risque. On a un contrôle interne. Donc ici, on vise une procédure qui est listée à l'annexe 6. C'est un autocontrôle qui est fondé notamment sur les normes ISO, qui est dans le futur. Et on a un contrôle externe. Ici, c'est une procédure visée et fondée sur l'évaluation de la qualité du système de gestion et de la documentation technique avec l'intervention de cet organisme notifié. C'est l'annexe 7 qui nous donne cette information et toutes les règles qui s'appliquent pour ce type de contrôle, qui est, il faut le noter, obligatoire dans certains cas, notamment si, pour un contrôle interne, on n'a pas les normes ISO qui sont publiées. C'est un des cas qui sont posés par le règlement où le contrôle externe sera obligatoire. Une fois que ce contrôle est effectué et que vous avez l'organisme d'évaluation
qui vous dit OK, c'est bon, on vous donne le tampon, vous êtes certifié, vous pourrez alors, enfin plutôt les entreprises et les fournisseurs pourront apposer ce marquage CE sur leur système d'IA pour indiquer qu'ils sont conformes. On passe à un autre volet qui est tout aussi important et qui est posé comme une obligation par l'IA Act. C'est ce qu'on a résumé en l'acronyme AIDF, qui est un peu le pendant de l'AIPD pour le RGPD. C'est l'analyse d'impact sur les droits fondamentaux. Ici, le texte pose une obligation pour les déployeurs à l'article 29 bis de mettre en place et de réaliser des analyses d'impact sur les droits fondamentaux avant toute mise en service ou mise sur le marché de systèmes d'IA à haut risque. Ici, si l'obligation est posée en parallèle de celle posée par le RGPD, hein, ces deux obligations qui sont indépendantes. Donc ça veut dire que si le déployeur devra réaliser une AIPD au titre du RGPD, pardon, il devra également réaliser cette analyse d'impact sur les droits fondamentaux en titre et en vertu de l'IA Act. Et l'analyse d'impact devra être ajoutée dans un addendum de l'AIDF, donc pour pouvoir les ajouter de manière complémentaire dans une documentation étayée. S'il est impossible de définir un plan d'atténuation des risques suite à cette analyse d'impact sur les droits fondamentaux, le SIA ne devra pas être mis en service et le fournisseur devra être informé par le déployeur ainsi que les autorités de contrôle nationales dans les meilleurs délais. On passe maintenant aux règles applicables aux parties restantes, donc on n'a pas traité. Ici, on parle du distributeur et de l'importateur. Pardon. On est toujours, vous le voyez en haut, dans les systèmes d'IA à haut risque et les systèmes d'IA à finalité générale. Ici, on a des règles qui sont posées plutôt au niveau de la protection, article 27 pour le distributeur, et au niveau de la protection également pour l'importateur, c'est l'article 26. Donc, on a des règles qui sont posées notamment au niveau du système à haut risque pour qu'il porte ce marquage de conformité CE, ou encore qu'il soit accompagné de la documentation et de la notice d'utilisation obligatoire que je vous évoquais juste avant. Le distributeur devra également mettre en conformité le système d'IA à haut risque si ce n'est pas le cas, s'il manque des éléments, et il devra informer toutes les parties prenantes s'il détecte un risque. Dans les meilleurs délais, pareil pour le RGPD. Enfin, il devra communiquer toute information à la demande motivée aux autorités nationales compétentes et coopérer avec elles. On verra un petit peu plus tard quels sont les pouvoirs et ces autorités nationales compétentes. Pour l'importateur, c'est un petit peu les mêmes règles. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais vous verrez un petit peu plus ces règles dans le support détaillé si vous en faites la demande. Enfin, l'article 28 nous dit que ces fournisseurs, enfin ces distributeurs et ces importateurs peuvent être requalifiés en fournisseurs dans certains cas qui sont posés, si par exemple ils vont altérer ou modifier de façon substantielle ce système d'IA à haut risque. Ici, ils seront tout simplement considérés comme fournisseurs au lieu de distributeurs. On a enfin les obligations qui sont posées pour le fournisseur, mais cette fois-ci pour les IA à finalité générale et générative. Ici, on pense tout de suite aux IA génératives, hein, type ChatGPT. Donc, le texte du Parlement européen a pris en compte cette évolution et a posé des règles spécifiques pour les fournisseurs qui viendraient déployer ou mettre sur le marché ce genre de système d'IA générative. Donc, vous avez la définition en bas à droite hein, de ce que c'est qu'une IA à finalité générale ou encore un modèle de fondation type ChatGPT. C'est un modèle de système d'IA qui est entraîné sur un vaste ensemble de données à grande échelle, qui est conçu pour la généralité des résultats et qui peut être adapté à un large éventail de tâches distinctes. Il faut savoir c'est que dans le dernier accord de ce vendredi dernier, les systèmes d'IA
à usage général qui présente un risque systémique. C'est une distinction qui a été posée par cet accord tout récent et qui est ce risque est systémique établi en fonction de la puissance de calcul du système d'IA à finalité générale, verra des règles contraignantes supplémentaires qui lui seront posées. Tout du moins, il y aura une surveillance qui sera accrue pour ces modèles-là. Je ne rentre pas dans le détail de calcul, mais voilà, ça se jouera sur la capacité de calcul notamment de ces modèles. Et après, de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a également des règles de gouvernance très lourdes, voilà, notamment sur un système de gestion de la qualité à mettre en place, de la documentation technique détaillée également qui devra être observée pendant une longue période de 10 ans, ou encore la journalisation, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui devra également être mise en place avec des règles de conservation. Ici, on parle d'une conservation établie à 6 mois minimum pour ces journaux. On passe maintenant aux obligations de transparence qui, cette fois-ci, concernent tous les systèmes d'IA, du moins ceux qui ne sont pas interdits. Alors, donc tous les systèmes d'IA, le fournisseur et le déployeur devront informer les personnes physiques exposées au système d'IA. On parle de quoi dans cette obligation d'information? Donc, c'est les fonctions qui reposent sur ce système d'IA. Est-ce qu'il y a un contrôle humain mis en place? Le responsable du processus décisionnel et enfin les droits et processus existants qui permettront de s'opposer à l'application de ces systèmes et de former un recours juridictionnel contre les résultats de ces systèmes d'IA. Quand est-ce que les personnes doivent être informées? Au plus tard, au moment où la personne concernée interagit ou lorsqu'elle est exposée avec le système d'IA. Comment elle doit être informée? Là, on retrouve un petit peu les éléments propres au RGPD et notamment aux notions de la transparence. C'est de manière claire, intelligible et en temps utile. Enfin, un consentement devra parfois être nécessaire. Ici, on pense aux IA reconnaissance à émotion ou de systèmes de catégorisation biométrique qui ne sont pas interdits en vertu de l'article 5. Mais c'est vraiment une exception qui est posée. Et cette information, attention, elle devra être complémentaire et indépendante de l'obligation posée par le RGPD d'information posée à l'article 12, 13 et 14. Hein. Ça, il faut bien le noter, c'est deux obligations bien distinctes. Face aux autorités de contrôle et aux risques de sanctions, parce qu'il y en aura et pas des moindres. Ici, les autorités de contrôle, on suppose que ça devrait être la CNIL qui sera en charge de veiller à la conformité à l'IA Act. C'est à confirmer. Le règlement laisse cette prérogative aux charges des États membres. Donc, la CNIL devrait avoir des pouvoirs de conseil, d'orientation, de contrôle de la conformité, évidemment, et enfin, un pouvoir de sanction qui est assez conséquent, assez élevé. Elle pourra fournir donc des conseils et des orientations aux entreprises en tenant compte des avis du bureau de l'IA, qui sera l'autorité européenne qui sera mise en place. C'est un peu le pendant du CEPD hein, ou de la Commission. Il y a un mécanisme de bac à sable réglementaire aussi qui est posé par l'IA Act, où il y a tout un cadre spécifique qui est posé pour laisser aux entreprises pour pouvoir expérimenter dans des conditions certains systèmes d'IA. Il y a également tout un volet qui concernera les PME, que j'ai oublié d'évoquer un peu plus tôt, qui sera plus souple aussi, qui pourront utiliser des systèmes d'IA avec un régime assoupli. Au niveau du contrôle de la conformité, évidemment, elle pourra contrôler sur pièce ou à distance les systèmes d'IA. On a un mécanisme de coopération entre les autorités de contrôle européennes qui sera mis en place et un mécanisme, tout comme le RGPD, d'autorité chef de file pour un système d'IA qui violerait les règles de l'IA Act dans un État membre. On aurait une autorité chef de file qui serait désignée par le texte.
Au niveau des sanctions, et c'est souvent ce qui intéresse, on a plusieurs seuils qui sont posés. Le premier seuil qui est posé, c'est une amende jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial pour tout manquement au règlement. Sauf, et là on rentre dans les seuils spécifiques, on a un seuil qui est posé, donc une amende jusqu'à 5 millions d'euros ou 1% du CA annuel mondial en cas de fourniture d'informations inexactes aux autorités de contrôle. Le seuil pourrait changer au vu de l'accord qui a été trouvé vendredi dernier. On mettra à jour cette information dès qu'elle sera confirmée. Le deuxième seuil spécifique, c'est une amende jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du CA annuel mondial en cas de non-conformité aux articles 10. Ici, c'est les règles relatives aux données et à la gouvernance. Et à l'article 13, ici, c'est les règles relatives à l'information. Et le dernier seuil, c'est une amende jusqu'à 40 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires annuel mondial en cas de non-respect de l'article 5. Et ici, rappelez-vous, c'est tous les systèmes d'IA interdits. Ce dernier seuil est susceptible aussi de modification. De ce qu'on a vu, ça descendrait à 35 millions d'euros ou 7% ou 7,5 à confirmer, mais ça risque de changer en vertu de l'accord. Merci beaucoup, Mathis. Donc, nous allons conclure sur les implications pour les systèmes d'information, pour les entreprises, quelles sont les nouvelles obligations, voilà, les nouveaux processus, les nouveaux risques contrôles. Effectivement, comme Mathis vous l'a expliqué, il va y avoir de nombreuses nouvelles obligations à la charge des entreprises qui fournissent, distribuent, utilisent donc des systèmes d'intelligence artificielle. Effectivement, il va falloir déjà faire l'inventaire de ces systèmes d'IA. Il va falloir ensuite déterminer le niveau de risque de ces systèmes pour ensuite savoir quel est le rôle de l'entreprise et quelles sont donc les obligations associées, puisque comme Mathis l'indiquait, il peut y avoir à la fois des engagements donc de conformité, il va y avoir le marquage CE, le fait d'enregistrer dans la base de données de l'Union européenne, les analyses d'impact sur les droits fondamentaux. Donc voilà, de nombreuses obligations en fonction du rôle qui est tenu par l'entreprise. Et évidemment, qui dit obligation dit aussi nouveau processus à mettre en place, comme la gouvernance déjà dans un premier temps, puis une mise en conformité. Il va y avoir aussi une documentation à tenir, donc un système de surveillance, une gestion de la qualité. Et donc, c'est tous ces processus qu'il va falloir anticiper suffisamment en amont, puisque, encore une fois, qui dit nouvelle réglementation dit nouvelles sanctions. Et lorsque le RGPD était entré en application, on avait déjà vu que les sanctions étaient lourdes comparées à ce qu'on avait pu connaître au moment de la loi informatique et liberté. Et là, on s'aperçoit que les sanctions sont bien encore plus élevées que celles du RGPD selon donc des manquements. Et donc, voilà, des nouveaux risques aussi pour l'entreprise, qu'il faudra anticiper. Et effectivement, il y aura évidemment, comme il y aura des sanctions, hein, il y aura des nouveaux contrôles à envisager de la part de l'autorité de contrôle. Donc encore une fois, il y a cet esprit donc de documentation à bien avoir en tête pour pouvoir anticiper ces contrôles et de toujours s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Et finalement, c'est le plan d'action que on envisage pour accompagner donc les entreprises. C'est vraiment la première action à mettre en place, c'est vraiment d'identifier les acteurs qui peuvent être concernés au sein de la structure et de pouvoir mettre en place la gouvernance adaptée. Ensuite, il faudra pouvoir établir donc l'inventaire des SIA et la cartographie, qualifier les SIA et leur niveau de risque. Quatrièmement, on pense
à déterminer en fait le ou les rôles, hein, puisqu'on a vu que on pouvait avoir plusieurs rôles ou être qualifié. Donc, c'est vraiment important de déterminer le ou les rôles de l'organisation au sein de la chaîne du SIA, de pouvoir mettre en œuvre ensuite les obligations qui sont imposées par cette nouvelle réglementation et qui découlent du rôle tenu par l'organisation. Et enfin, donc, encore une fois, de mettre en place des contrôles réguliers, un système de surveillance pour toujours être dans cette démarche d'amélioration continue. Et donc, on a commencé à élaborer en fait ce qu'on appelle une boîte à outils qui évidemment sera finalisée en fonction du texte définitif, hein, évidemment. Mais on envisageait donc un questionnaire de qualification des SIA, parce que c'est vraiment la porte d'entrée pour cette mise en conformité. Donc, est-ce qu'on a des SIA et de quel ordre sont-ils, hein, puisqu'on a vu que selon le risque du SIA, c'est pas le même régime. Voilà, il faut ensuite pouvoir avoir cette cartographie des SIA, de pouvoir mener un audit finalement sur ces différents SIA, donc en fonction des obligations qui sont mises en évidence dans la réglementation et en fonction du rôle de l'organisation. Il y aura donc un questionnaire d'audit pour envisager ensuite le plan d'alignement aux obligations à mettre en œuvre par les entreprises. Et enfin, on a aussi envisagé une sorte de grille d'analyse pour les analyses d'impact sur les droits fondamentaux, un peu à l'instar de ce qui se fait pour les AIPD. On voit bien qu'il y a une logique à respecter. Donc, de la même façon, il faudra respecter cette grille d'analyse là pour les analyses d'impact sur les droits fondamentaux. Et il est à noter aussi que la Commission européenne, pour les entreprises qui le souhaitent sur la base du volontariat, a mis en place ce qu'elle appelle un pacte sur l'IA. Et donc, ça permet aux entreprises qui souhaitent d'ores et déjà anticiper l'entrée en application du règlement et commencer à respecter les exigences et les obligations imposées par le texte, de pouvoir, encore une fois, sur la base du volontariat, adhérer en fait à ce pacte. Donc, ça peut aussi être une piste à envisager pour les entreprises qui ont plusieurs systèmes d'IA. Voilà. Donc, on espère que ces éléments ont pu répondre à vos premières interrogations sur la réglementation sur l'intelligence artificielle. On va regarder, comme il nous reste alors quelques minutes, hein, mais on va regarder s'il y a des questions. Alors, on a une question sur est-ce qu'il y a une méthodologie préconisée pour la gestion des risques? Donc, je pense que ça, c'est ce que j'ai plus ou moins dit, si c'est en lien donc avec tout ce qui est analyse d'impact, etc. Effectivement, il va y avoir. Alors oui, c'est un autre point, c'est un point intéressant, c'est que en plus donc, du pacte dont je vous ai parlé, il va évidemment y avoir, à l'instar de ce qu'il y a eu pour le RGPD, des bonnes pratiques, des recommandations qui seront élaborées et probablement donc des méthodologies aussi. Donc, on suit ça attentivement pour pouvoir mettre à jour l'ensemble de cette boîte à outils aussi. Donc oui, effectivement, il faut déjà donc respecter ce qui est indiqué dans le texte. C'est là-dessus que nous on s'est fondé pour élaborer cette grille d'analyse, mais il faudra suivre toutes les recommandations qui pourront être émises par la suite. Est-ce que les interdictions s'appliquent-elles aux forces de l'ordre? Baptiste, est-ce que tu veux prendre cette question sur l'IA Act ne s'applique pas à ou sur Oui, oui, les oui. SIA interdites? Ouais. Alors, a priori, le IA Act devrait s'appliquer, notamment sur la partie métrique à distance en temps réel. Le cas qui est posé d'application où l'IA Act ne s'applique pas, c'est vraiment aux autorités publiques
ou aux organisations internationales en vue d'une coopération entre les services répressifs et judiciaires. C'est vraiment une coopération entre les services qui est visée. Par contre, l'usage voilà, pour la prévention et la détection euh, crimes et délits, on peut imaginer. Là, l'IA Act aurait vocation à s'appliquer. Une autre question sur y a-t-il une obligation type DPO? Donc non, effectivement, c'est une bonne question parce que on a tellement l'habitude avec le RGPD d'avoir un pilote de la conformité RGPD. Là, à notre connaissance, encore une fois, il faudra tout vérifier par rapport au texte définitif. Mais effectivement, il n'y a pas d'équivalent du DPO pour les systèmes d'IA. Et donc, c'est toute l'importance de mettre en place une gouvernance pour qu'effectivement, il y ait des personnes qui se sentent concernées et responsables de ces sujets, puisqu'il n'y a pas une personne attitrée type DPO pour ces questions-là. Voilà. Alors, donc, qui fera la répartition des SIA dans les différentes catégories de l'IA Act? Donc justement, comment et qui? C'est à la charge de chaque entreprise de qualifier en fait et déterminer à quelle catégorie son système d'intelligence artificielle appartient. Et donc ça va vraiment être une évaluation sur le niveau de risque et en fonction de ce que le texte prévoit sur les différentes catégories visées, aussi bien dans les systèmes donc interdits, les systèmes à haut risque, comme Mathis vous l'expliquait, d'où l'importance dès maintenant, puisque il y a effectivement un délai de 2 ans pour entrer en application, mais qui va peut-être être plus court dans ce qu'on a lu, de 6 mois pour les interdictions et 12 mois pour les systèmes d'IA à usage général. Donc, il faut dès maintenant, au sein de chaque entreprise, pouvoir faire cet inventaire en fait de vos SIA, faire cette cartographie et de pouvoir les qualifier. C'est vraiment la première étape, j'ai envie de dire, si on doit faire encore un parallèle avec le RGPD, de la même façon que la porte d'entrée de la mise en conformité au RGPD, c'est la cartographie des traitements et le registre. J'ai envie de dire que pour les systèmes d'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. C'est vraiment l'inventaire de vos SIA, la cartographie avec la qualification de chaque SIA. Et ensuite, découleront donc les obligations qu'on a pu voir ensemble. Voilà. Alors, il est midi 03, on ne veut pas prendre plus de votre temps. On espère que cette présentation vous aura apporté donc quelques premiers éléments pour anticiper l'entrée en application de cette nouvelle réglementation dont on va entendre beaucoup parler et qui impose énormément de nouvelles obligations à la charge des entreprises. Donc, c'est quelque chose à anticiper dès maintenant. Et encore une fois, on reste à votre disposition si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez avoir accès au support. Donc, si vous avez cliqué sur le bouton ou sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on indique ici nos coordonnées si vous voulez nous envoyer un email et on se fera un plaisir de pouvoir répondre à d'autres de vos questions. Et en tout cas, nous allons suivre, Mathis et moi, attentivement la publication définitive du texte pour mettre à jour ces slides et avancer sur les nouvelles obligations qui seront à la charge donc, des entreprises. Voilà, on vous remercie beaucoup pour votre participation à ces webinaires. Merci à tous. Au revoir.